Salut l'artiste, on continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Je suis sur la version 16.2.2 et je fais tourner le logiciel sur le ZenBook Pro Duo de chez Asus. Je vous ai fait déjà un test sur ce PC portable. Dans cette vidéo, on va parler de transition et d'effets. Jusqu'à présent, on a vu les bases du montage, on a fait un rough cut, un ours, un montage brut, on va dire ça comme ça. Maintenant, il est temps d'améliorer, de peaufiner le montage à travers les transitions et les effets. Alors on est toujours dans le même projet intitulé Age of Airplanes. Je rappelle que tous les plans que j'utilise sont disponibles gratuitement sur le site de Blackmagic. Vous pouvez vous aussi vous entraîner et reproduire le tutoriel. Donc on ouvre le projet si c'est pas encore fait. Dans le dossier Rough Cut, on va ouvrir la timeline numéro 3. Ensuite, comme on va beaucoup manipuler la timeline, on peut déjà modifier l'apparence de l'interface. On peut aller dans Workspace, Layout Presets et on va charger l'interface qu'on a créée dans la leçon précédente. Ensuite, on va aussi augmenter la taille des pistes vidéo. On ouvre le menu options de la timeline en haut à gauche et on va rétrécir la hauteur des pistes audio et augmenter celle des pistes vidéo. Tu peux aussi très bien modifier la taille des pistes manuellement. On va commencer par voir un peu le standard des transitions. On va voir comment faire un fade-in et un fade-out, soit un fondu d'entrée et un fondu de sortie. Quand tu places le curseur sur un clip, sans même le sélectionner, on a deux petites poignées qui apparaissent en haut du plan de chaque côté. On va sélectionner la première et la tirer sur la droite. Tu as une valeur qui s'affiche, là, elle nous donne le nombre d'images, ça représente la taille de la transition. On vient de créer un fondu d'entrée sur 10 images. On peut aussi placer la tête de lecture à l'endroit où on veut que la transition se termine, puis dans le menu Trim, on va cliquer sur Fade In. Donc voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. Le fondu, c'est la transition par défaut du logiciel. On va aller au troisième marqueur sur la timeline. Là, l'idée, c'est de faire un fondu enchaîné entre les deux plans d'avion. Tu peux enfoncer la molette de la souris pour déplacer la vue de la timeline. On place la souris au niveau de la coupe qui sépare les deux plans. On sélectionne la coupe. Quand la coupe est sélectionnée, bon, on l'a vu sur les leçons précédentes, le cut est en vert. Ensuite, on va dans le menu Timeline, ajouter une transition. Tu peux retenir aussi le raccourci CTRL+T ou Commande+T. On a bien un fondu enchaîné qui s'est créé entre nos deux plans. Alors par défaut, la durée de la transition est de 1 seconde. Tu peux aussi créer la transition en faisant un clic droit sur la coupe. Là, le logiciel te propose 4 durées de transition différentes. Tu peux faire une transition de 6 images, 12 images, 24 ou 48 images. Pour supprimer une transition, tu peux simplement cliquer dessus pour la sélectionner, puis la supprimer avec la touche Delete. Ensuite, on peut changer la durée d'une transition en déplaçant un de ses bords. Là, je vais la réduire, ça affiche le nombre d'images qu'on est en train de retirer d'un côté et le nombre total d'images restant sur l'animation. Là, comme c'est un fondu enchaîné, la transition est toujours proportionnelle de chaque côté de la coupe. J'ai retiré 6 images d'un côté, donc au total 12 images. La transition ne dure plus qu'une demi-seconde. Maintenant, jusqu'où peut-on étendre la transition ? Eh bien, on va faire le test. Voilà, là par exemple, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. Tout simplement parce qu'on a atteint la limite d'un des deux clips. Il n'y a plus de matière pour la transition. Ensuite, on peut personnaliser chaque animation. Il faut juste double-cliquer sur la transition pour ouvrir le menu Inspector. Une nouvelle fenêtre d'options s'est ouverte. On a le nom de la transition. Alors la première partie propose des paramètres identiques à toutes les transitions. On a la durée de la transition, l'équivalent en nombre d'images, l'alignement ou encore le style de transition. Dans alignement, on va choisir Start on Edit. Donc là, la transition va débuter à l'endroit de la coupe. On a toujours un fondu enchaîné, sauf qu'on a déplacé le point de départ. Ça a prolongé le premier plan d'une demi-seconde. Ensuite, dans la partie Cross Dissolve, qui est propre à cette transition, dans l'onglet Style, on va choisir l'option Film. En fait, l'option Style modifie légèrement le fondu enchaîné. Sur Film, la transition va se faire un petit peu plus en fonction de la luminance. Alors c'est assez subtil. Après, on a la transition additive qui va passer par le blanc pour faire sa transition. La soustractive, eh bien, à l'inverse, elle passe par le noir. La transition highlight, elle va préserver les hautes lumières. Donc, elle va d'abord faire fondre les tons foncés. Et la transition shadow, c'est l'inverse.
Bref, il y a du choix. Ensuite, tu peux modifier le ratio de début et de fin de la transition. Je recommande pas trop de le changer, sinon on perd un petit peu la fluidité du fondu enchaîné. Et puis la fonction ease, ça correspond à la vélocité, à l'allure de la transition. Par défaut, tu vois que la transition est linéaire. Avec in, le début est plus progressif et la fin arrive plus vite. Out, c'est plutôt l'inverse, le début est rapide et la fin est plus lente. Généralement, le in et out est pas mal, il offre un effet progressif et fluide. Maintenant qu'on a personnalisé notre transition, il est possible de la sauvegarder, de l'enregistrer comme un preset. Donc on fait un clic droit sur la transition, puis sur créer une transition preset. On le renomme et on valide. Maintenant, la transition est enregistrée dans la librairie d'effets. Pour l'activer, ça se trouve en haut à droite, juste à côté du Media Pool. Donc là, c'est la banque des effets. On a des transitions vidéo, des transitions audio, des animations de texte, de génériques, des effets vidéo et des effets audio. On va cliquer sur l'onglet Vidéo Transition. Alors tu vois, devant le Cross Dissolve, on a un petit trait rouge qui signifie que c'est actuellement la transition qui est enregistrée par défaut sur ton logiciel. Et si on descend la fenêtre, on arrive sur la catégorie Utilisateur. Et là, on retrouve notre transition Cinema Dissolve. Le preset est d'ailleurs marqué avec une couleur jaune pour être repéré plus facilement. Ensuite, si tu veux l'utiliser comme transition par défaut, on peut faire un clic droit, puis sur Set as Standard Transition. Elle sera appliquée par défaut quand tu fais des fondus sur ta timeline et pour tous les projets que tu vas créer. Donc comme avec la Cut Page, la librairie offre plein de transitions différentes. Pour utiliser la transition, tu peux la glisser directement sur la coupe souhaitée. Si tu avais déjà une transition sur la coupe, la nouvelle transition remplace l'ancienne. Là, par exemple, je viens de mettre un fondu de flou. En fait, c'est un mélange entre un fondu enchaîné et un flou horizontal et vertical. Ensuite, comme pour chaque animation, on peut activer la fenêtre d'options. Là, par exemple, je peux adoucir la transition avec un in et out. On peut modifier aussi la valeur horizontale et verticale. Je te montre quelques autres animations. Ensuite, dans la librairie, on a aussi des filtres d'effets. On va aller chercher le plan de ville de nuit. Donc là, je remets la vue globale de la timeline. Alors sur ce projet, on a des marqueurs qui ont été créés pour nous guider au bon endroit en fonction de l'avancée de la leçon. Et justement, on peut utiliser le raccourci Maj plus la flèche du bas pour déplacer la tête de lecture d'un marqueur à un autre. Là, on peut trouver ce plan peut-être un petit peu plat. On va lui rajouter un effet imitant un objectif Tilt Shift. Donc dans la librairie, on a une barre de recherche, on sélectionne la catégorie OpenFX et on rentre le mot Tilt. Notre effet apparaît. Là, tu vois, ça nous est indiqué que cet effet requiert une accélération GPU, une accélération de ta carte graphique. Ensuite, comme pour une transition, on peut faire glisser l'effet directement sur le plan en question. Alors là, par contre, on a une fenêtre d'avertissement. Cet effet, en fait, n'est pas disponible sur la version gratuite, mais uniquement sur la version studio, la version payante. Donc tu vois, là par exemple, c'est une des limitations de la version gratuite. Certains effets ne sont pas disponibles sur cette version. Il faut bien qu'il y ait quelques limitations. Mais sur la version gratuite, tu peux quand même visualiser l'effet. Par contre, tu auras une watermark sur ton plan. On peut accéder aux paramètres de l'effet avec le menu Inspector. Alors, la première catégorie vidéo, ça concerne les paramètres par défaut d'un clip vidéo. Nous, c'est la catégorie OpenFX qui nous intéresse, elle concerne l'effet qu'on vient de rajouter au clip. On clique dessus, on retrouve bien le nom de notre effet. Avec le petit point rouge, on peut facilement visualiser l'avant-après. Bon là, comme nous on est sur la version gratuite, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser cet effet, donc on va cliquer sur la petite corbeille. Maintenant, on va parler un petit peu de ratio, de format de clip. Généralement, nos projets sont créés dans un ratio 16/9. Mais parfois, ça arrive qu'on souhaite monter et visualiser son montage dans un ratio différent. Pour ça, dans DaVinci Resolve, il y a une option très simple. On va dans le menu Timeline, Output Blanking. Là, on a une petite liste de ratios possibles qui s'affiche. Par exemple, on va prendre le fameux 2:39. Alors en fait, le logiciel a simplement rajouté des barres sur le visualiseur. On n'a pas écrasé une partie du clip, on pourrait toujours recadrer l'image. On va sélectionner le clip de la première interview et on va ouvrir le menu Inspector. C'est un peu l'équivalent finalement de l'option d'effet de Premiere Pro. Dans la partie vidéo, c'est ici qu'on va retrouver les contrôles liés aux paramètres physiques du clip. On a le zoom pour l'échelle, les paramètres de position, la rotation, le point d'ancrage, le pitch, l'inclinaison. Bref, on a tous les paramètres basiques d'un clip
qui se trouve ici. On va modifier la position verticale du clip pour redonner un petit peu d'air au-dessus de sa tête et être moins bord cadre. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Maintenant, il faudrait copier ce réglage aux autres plans d'interview. On peut aller dans le menu Edit, puis Copy, ou alors on utilise le raccourci CTRL-C ou Command-C. Ensuite, dans le menu Timeline, on va sur Select Clips with Clip Color. On va prendre la couleur Navy, qui correspond au code couleur qu'on a attribué aux interviews. Ça va sélectionner tous les plans de la couleur Navy. Ensuite, on va faire un copier-coller. Mais là, on va coller les attributs. Donc, on va aller dans le menu Edit, puis on va sur Past Attribute, où on peut faire aussi le raccourci Alt plus V ou Option plus V. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. C'est ici qu'on spécifie quels paramètres on souhaite coller à la sélection. Dans l'onglet Attributs vidéo, on va cocher le paramètre de position. Voilà, toutes les interviews ont reçu la nouvelle valeur de position. Maintenant, on va voir comment appliquer des transformations à un clip sans passer par la fenêtre Inspector. On sélectionne le clip, puis en bas à gauche du viewer, on va cliquer sur le petit rectangle blanc pour dérouler le menu. On va choisir Transformation. Il y a un rectangle qui apparaît autour du visionneur pour montrer la position et la taille du clip. Pour redimensionner le plan, il suffit de saisir une des poignées dans un des coins et de l'étirer. On va étendre le clip jusqu'à 1.20. Par défaut, l'abscisse et leurs données sont liées pour conserver les proportions de l'image. Dans le coin en haut à gauche du viewer, on peut régler la taille de son affichage ou le rétrécir selon ce que vous voulez observer. Maintenant qu'on a changé l'échelle, on peut camoufler le cadre blanc en cliquant sur le rectangle. Ensuite, on va voir comment animer des clips, des paramètres avec les keyframes, les images clés dans DaVinci. Si c'est pas encore fait, on sélectionne le clip de nuit et on ouvre le menu Inspector. On va avancer la tête de lecture à peu près au premier tiers du clip. On va créer un keyframe au niveau du zoom. Alors pour ça, il faut cliquer sur le petit diamant qui se trouve à droite de chaque paramètre. Quand il est activé, le diamant prend la couleur rouge. C'est le même principe que sur Premiere Pro. Pour avoir une animation, on a besoin au minimum de 2 images clés. Là, on vient de créer le keyframe d'entrée. On avance la tête de lecture au tiers, on va dire avant la fin. Alors comme avec Premiere, une fois que tu as activé un keyframe, si tu modifies un paramètre, ça suffit pour déposer un autre keyframe. Dans le menu Inspector, on va modifier le zoom sur 1. Là encore, il suffit de cliquer sur la valeur et de la glisser dans un sens ou un autre. On a bien notre animation, on a créé un dézoom. Dans la fenêtre de contrôle, tu peux appuyer sur la petite flèche à côté du diamant pour placer automatiquement la tête de lecture sur l'image clé qui suit. Ça permet de les sélectionner facilement. Ensuite, on fait un clic droit sur l'image clé et on choisit Ease Out. Ça va adoucir la fin de l'animation. On clique sur la petite flèche pour aller au keyframe suivant et on refait la même manip. Cette fois-ci, c'est Ease In pour adoucir le début de l'animation. On a à présent un rendu un peu plus fluide. Maintenant, on va voir comment modifier la durée de l'animation. On va agrandir l'affichage de la timeline et on va cliquer sur le petit diamant en bas à droite du clip. Là, on a une petite timeline supplémentaire qui apparaît. Chaque point blanc correspond à une image clé. On peut les manipuler. Si on les éloigne l'un de l'autre, on va augmenter la durée de l'animation. Si on les rapproche, on la diminue. Généralement, quand on anime un plan, on fait durer l'animation sur la totalité du plan. Donc je place bien le keyframe de droite à la fin du clip et le keyframe de gauche à son début. Ensuite, on peut réappuyer sur le symbole en bas à gauche du clip pour fermer la timeline de l'animation. Maintenant, on va parler un petit peu de rendu et d'optimisation de lecture. Selon les ressources de votre ordinateur, les vitesses de votre disque dur et le type de média que vous utilisez, le logiciel va avoir plus ou moins de facilité à lire la prévisualisation. Quand tu lances la lecture de ton montage, en haut à gauche du viewer, le logiciel indique la cadence de lecture à laquelle il fait tourner le viewer. Quand le point à côté du nombre d'images est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de ralenti, mais quand il est rouge, ça signifie que la cadence de lecture est un peu bridée. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est vraiment un élément de référence pour savoir si finalement la lecture rame un petit peu sur notre ordinateur. Maintenant, on va voir qu'il y a certaines options pour améliorer les performances de lecture. Par exemple, le logiciel va utiliser des systèmes de rendu et de cache. On va aller dans le menu Playback, Render Cache, puis Smart. Le Smart Cache, c'est une fonction qui va agir sur des effets spécifiques, comme les transitions, les animations ou encore les superpositions de clips ou d'effets. Les parties du montage qui ont besoin d'un rendu ont une barre rouge au-dessus d'eux. Et quand la zone a été rendue, la barre devient bleue. Là, nous, dans notre montage, on n'avait qu'une seule zone avec une barre de rendu, c'est la transition avec le flou en fondu.
Après l'opération Smart Cache, la barre est devenue bleue. Maintenant, il y a encore d'autres options pour personnaliser le système de cache. On va aller dans le menu File, Project Settings, puis Master Settings. Là, on vérifie que le paramètre Enable Background Caching est bien activé et on va passer la valeur sur 3. En fait, avec cette option d'activer, le logiciel commence à faire le rendu d'un effet dès que l'ordinateur est inactif pendant 3 secondes. Une fois que le rendu est effectué, il va être conservé même si tu fermes le projet et que tu l'ouvres à nouveau. Par contre, quand tu modifies un effet ou que tu rajoutes un autre effet, là le logiciel devra refaire un rendu. On va voir maintenant comment modifier la vitesse d'un clip. Là, le plan de la Voie lactée en timelapse est un petit peu trop rapide, on veut le ralentir mais sans modifier la durée du clip dans la timeline. Pour ça, on va sélectionner le plan, on fait un clic droit et on va cliquer sur Change Clip Speed. Au niveau de la vitesse, on va descendre le pourcentage à 50%, puis on valide. On a donc réduit la vitesse de moitié, le plan est lu à présent à 12 images par seconde. Le logiciel nous indique que la vitesse du clip a été modifiée avec le petit symbole juste à côté du nom du clip. Quand on modifie la vitesse d'un plan avec cette méthode, la durée du plan reste inchangée dans la timeline. Maintenant, il y a d'autres techniques pour modifier la vitesse d'un clip en modifiant sa durée. Je vais faire un clic droit et cette fois-ci on va choisir l'option Retime Controls. On peut aussi effectuer le raccourci CTRL R ou commande plus R. Là, il y a quelques changements sur la timeline, on a la barre de vitesse en haut du clip et la vitesse actuelle à sa base. Pour l'instant, on est bien à 50% de la vitesse d'origine. Ensuite, avec le raccourci T, on va sélectionner l'outil de trim, on amène le curseur en haut à droite de la barre de vitesse, le curseur change en double flèche, puis on tire le plan sur la droite pour agrandir le clip jusqu'à ce que la vitesse soit passée à 40%. Là, avec l'outil de trim, on a augmenté la durée du clip, donc on a diminué sa vitesse. On va revenir une fois en arrière et on va voir ce qui se passe si on fait la même chose avec l'outil de sélection. Donc je presse le raccourci A pour sélectionner l'outil de sélection, on remet le curseur sur la droite de la barre de vitesse, puis on tire le clip sur la totalité du plan de l'interview qui suit. Là, avec l'outil de sélection, on a écrasé le plan suivant. En augmentant la durée du clip, la vitesse a continué de diminuer. Bien sûr, là, à 22%, la lecture n'est pas du tout fluide, c'est normal. Pour réinitialiser la vitesse d'un clip, on clique sur le pourcentage de vitesse à la base du clip, puis on choisit Reset to 100%. Alors dans ce menu, on a plusieurs options. Le logiciel nous propose des préconfigurations de vitesse. On peut aussi inverser la vitesse, le clip est lu dans l'autre sens. Ensuite, on peut régler le type de procédé de lecture de la vitesse. Tu vas vite comprendre. Je sélectionne le clip, on va ouvrir le menu Inspector, on scrolle un peu puis on va cliquer sur Retime Process. Là, tu as 3 options possibles, Nearest, FrameBlend et Optical Flow. Ça doit certainement te parler, notamment si tu connais Premiere Pro, parce qu'on retrouve un petit peu ces mêmes options sur ce logiciel. Alors Nearest, c'est le procédé le plus rapide, mais on va dire que c'est celui qui offre le moins bon résultat. Le procédé en fait duplique simplement les images déjà existantes pour créer un slow motion. Donc en fait, il y a de fortes chances que ça rajoute des lags, des freezes à l'écran. Bien sûr, on va avoir ces lags, ces bugs dans le cas où la cadence d'origine du fichier est faible. Comme là, présentement, le clip a été tourné à 24 images par seconde. Donc on n'a absolument pas de réserve pour faire un slow motion. Par défaut, le projet est réglé sur Nearest. Ensuite, FrameBlend, c'est l'interpolation d'images. Le procédé est un petit peu plus lourd pour le logiciel à calculer. En fait, ça va dupliquer aussi les images pour le slow motion, mais il va fusionner ces images entre elles pour avoir un mouvement plus fluide. Et puis enfin, on a l'Optical Flow, alias le flux optique. C'est celui qui demande le plus de calculs à votre ordinateur. Cette fois-ci, il utilise une technique pour prédire et créer une nouvelle image à partir de l'image existante. Le rendu est très fluide, après selon le type de mouvement, d'action et de sujet, il peut avoir des déformations assez visibles dans l'image, surtout quand tu as 2 éléments en mouvement qui viennent à se croiser. Donc là, on va choisir le dernier, le flux optique. Tu vois qu'automatiquement, on a une barre rouge qui apparaît sur la longueur du clip, ça signifie qu'on a besoin de faire un rendu sur ce clip. Si l'option Smart Cache est bien activée, le rendu va s'effectuer tout seul au bout de 3 secondes d'inactivité de l'ordinateur. La barre est déjà bleue, on peut lire le clip et tu vois que le rendu est beaucoup plus fluide. Généralement, c'est bien de commencer avec l'Optical Flow pour voir si le résultat est convaincant et s'il n'y a pas trop d'artefacts. Après, sinon il vaut mieux partir sur l'interpolation d'images. Voilà pour cette vidéo les amis, on a vu comment créer et appliquer des transitions, comment les modifier, comment enregistrer des presets, on a vu aussi comment appliquer des effets et les méthodes pour animer
animer un clip vidéo. On vient parler aussi de rendu et de cache. Dans le prochain, le 6e épisode, on va aborder le sujet de l'audio, toujours avec la page Edit, qui est vraiment la page finalement globale qui regroupe plusieurs domaines et spécialités. Ensuite, dans l'épisode qui suivra, on abordera l'interface spécialisée de DaVinci dans le mixage audio qui est Fairylight. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!